Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Cette question maintenant, la French Tech est-elle l'avenir de l'économie française? C'est le grand angle de ce samedi 22 janvier. En ce début d'année en France, les licornes se multiplient. Ce sont ces drôles d'animaux numériques valorisés à plus d'1 milliard de dollars. Spendesk, spécialisée dans les solutions de gestion des paiements, est devenue la 26e licorne française cette semaine. Elle est la 5e entreprise à franchir le cap depuis le début de l'année, en 3 semaines donc. Alors comment expliquer ce succès de la French Tech? C'est notre grand angle avec vous, Cédrico. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. On va regarder, si vous voulez bien, une photo pour commencer. Une photo. Voici l'équipe d'une dizaine de personnes de Fils. Fils a atteint le million d'utilisateurs pour son app de rencontre et a levé 2,5 millions d'euros auprès d'un fonds britannique. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces jeunes ? Ça m'inspire beaucoup de choses. Non, vous avez posé, je crois, ce qui est la bonne question. Je pense que le principal message, c'est que c'est la relève de l'économie française et la relève de l'industrie française. On a énormément d'énergie, énormément de créativité, ce qui a toujours été historiquement... Mais c'est ça la Startup Nation dont parlait Emmanuel Macron? Ça résume ? Je ne sais pas si ça résume, parce que je pense que la Startup Nation est de plus en plus inclusive. Elle est de plus en plus dans tous les territoires, donc on le voit pas forcément là. Elle concerne des gens de différents âges maintenant. Ce sont les jeunes quand même qui révolutionnent le monde de l'entreprise? Alors en fait, on se rend compte que d'abord l'âge commence à augmenter dans les responsabilités dans la Startup Nation. Et donc, je pense que ce n'est ni plus ni moins que de nouvelles entreprises, c'est surtout les entreprises qui sont jeunes, qui viennent prendre le relais des entreprises plus traditionnelles. Alors, on va s'intéresser à des entreprises bien particulières, celles qu'on appelle les licornes. Elles sont 26 depuis cette semaine en France. Tous les classements ne sont pas identiques. Les analystes ne possèdent pas les mêmes critères pour accorder à une société le statut de licorne française, mais il y a, c'est vrai, une tendance de fond. Vous direz que la France rattrape enfin son retard? Je pense que ça signe très clairement le retour de la France dans une économie qui est une économie de l'innovation. On voit à quel point dernièrement les Américains et la Chine ont dominé ce jeu du numérique, ce jeu de l'innovation. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais la différence se réduit. Pour la première fois l'année dernière, par exemple, l'Europe, parce qu'il faut réfléchir au niveau européen, a dépassé les Chinois en termes de nombre de licornes. Donc il y a un effet de rattrapage extrêmement fort de la part de l'ensemble de l'écosystème européen, et la France est un des moteurs de l'écosystème. Dans le cas de la France, est-ce que vous diriez que la pandémie, avec toutes les aides aux entreprises, a permis l'émergence de ces licornes? Là, on en a vu plusieurs en 3 semaines. Alors oui, très clairement. C'est-à-dire que je pense que la pandémie a été un facteur d'accélération. Le meilleur exemple dans la vie quotidienne des Français et de la licorne qu'ils connaissent tous, c'est Doctolib. Doctolib, c'est issu de la French Tech, donc une de ces startups françaises. Elle est émergée grâce notamment aux politiques menées par ce gouvernement, et elle est devenue, grâce, je ne sais pas si le terme est grâce, mais dans la pandémie, un atout de la France dans la gestion quotidienne de la pandémie. Et oui, la pandémie, parce qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y a eu l'importance de ces outils numériques, a été un facteur d'accélération pour l'ensemble de ces entreprises. Comment ça se traduit dans l'économie française? Parce qu'il y a ces montants qui paraissent assez astronomiques, et puis après, concrètement, ça se traduit comment en termes d'emploi, en termes d'économie? C'est de plus en plus important dans l'économie française. Si on prend les créations d'emplois, le numérique est toujours dans le top 3 maintenant des nombres de créations d'emplois sur l'ensemble de la France. Si on prend juste les 120 premières entreprises, il doit y en avoir entre 20 et 30 000. Donc c'est juste pour donner une idée. Entre les 120 premières entreprises, c'est 200 000 emplois dans les dernières années, c'est 200 000 emplois dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant partout en France. Vous parliez de la 26e, la 25e par exemple, on l'a visité avec Agnès Pannier-Runacher cette semaine, qui était dans le Nord. C'est une entreprise industrielle qui est à Croix, mais il y en a aussi à Montpellier, il y en a en Occitanie, il y en a en Bretagne, il y en a dans la région Rhône-Alpes. Donc maintenant, c'est de plus en plus partout en France qu'on voit ces nouvelles entreprises émerger. Alors certaines startups ne trouvent pas les financements suffisants pour devenir des leaders européens ou mondiaux. Comment éviter que ces entreprises se tournent vers l'étranger ? Alors, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, maintenant, elles trouvent les financements. Jusqu'ici, la France avait du mal à avoir des méga financements comme on en voyait aux États-Unis, c'est-à-dire des investissements de 100, 200. Sur les 6 derniers mois, il y a eu des investissements de 500, 400, 500, 600 millions d'euros. Ça reste encore un peu compliqué dans certains secteurs, par exemple le secteur très industriel ou les secteurs très technologiques. C'est pour ça qu'on a annoncé cette semaine avec Agnès Pannier-Runacher un plan spécifique de 2,3 milliards d'investissements, de financement de premières usines pour aider ces secteurs qui ont encore un peu de mal à lever de l'argent. Mais ça veut dire quoi? Vous voulez réindustrialiser la France grâce au numérique?
Oui, bien sûr, c'est une partie de la réponse. On voit que dans le monde entier, aujourd'hui, les très grandes entreprises industrielles qui tirent la croissance, par exemple, des États-Unis, c'est SpaceX et Tesla. SpaceX et Tesla, ça n'existait pas il y a 25 ans. Donc on est dans un domaine, l'aéronautique, et un domaine, l'industrie automobile, qu'on imaginait capturée par les acteurs existants. Et aujourd'hui, les plus performants sont de nouvelles entreprises. Nous, on a une conviction, c'est grâce aux ingénieurs français, grâce à l'écosystème qui existe, grâce aux politiques qu'on a menées depuis 5 ans, on peut faire émerger de nouveaux automobilistes, de nouvelles entreprises aéronautiques, ou aussi dans l'alimentation, dans la transition énergétique. On en voit de plus en plus, et c'est pour moi l'avenir de l'économie française. Mais alors comment attirer et garder les talents dans ces domaines-là? Est-ce que la France est compétitive aujourd'hui? Alors elle l'est de plus en plus. On avait, historiquement, la France avait un problème, c'est qu'elle produisait beaucoup de talents grâce à la qualité de son enseignement supérieur. Ces talents avaient tendance à partir à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce qu'ils avaient l'écosystème qui leur permettait de se réaliser. C'est toujours le cas. Quand vous parlez à des universitaires, cette fuite des talents existe Alors encore. sur les universitaires encore un peu, sur les entrepreneurs, et notamment dans le numérique, c'est quasiment plus du tout le cas. Il y a toujours des gens qui partent, c'est une très bonne chose, parce que ça permet d'avoir des échanges, mais non seulement on s'aperçoit que de moins en moins de diplômés des grandes écoles partent parce qu'ils maintenant ils trouvent des emplois bien payés avec beaucoup de perspectives dans les startups françaises, mais aussi on voit un mouvement de retour, notamment de la Silicon Valley, de Français qui ont réussi ou qui ont fait une belle carrière dans la Silicon Valley, qui maintenant se disent en fait en France il y a les mêmes potentialités qu'aux États-Unis, donc je vais revenir. Je prends un exemple très concret. Vous avez les fondateurs de Datadog, qui est une des dernières très grandes entreprises introduites à la bourse de New York, qui sont des Français et qui ont dit mais en fait il y a 5 ou 6 ans on a créé cette boîte aux États-Unis. Aujourd'hui, si on devait refaire les choses, on la créerait en France parce que la France, maintenant, c'est un très bon écosystème. On va revenir aux licornes spécifiquement. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'était 25 licornes pour 2025. L'objectif est atteint avec 3 ans d'avance. Il a publié ce message de félicitations et tracé les lignes pour la suite. Maintenant, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous arrêter là. Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passer à l'échelle car la compétition, elle est internationale. Et elle continue de s'accélérer. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen. Et pour y arriver, nous ferons de nouvelles annonces dans les prochaines semaines dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de l'initiative Scale Up Europe que j'ai lancée l'an passé. Cédrico, ces annonces seront de quel ordre? Il y a 2 sujets qui nous concentrent. Le financement. On est dans une compétition mondiale pour le financement. On veut faire en sorte qu'il y ait le maximum d'argent qui s'investisse en Europe pour créer des emplois en Europe, créer de la technologie en Europe. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur lequel on veut se battre, c'est la question des talents. On sait que, par exemple, les Américains ont construit leur succès sur l'attraction des talents du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Et on estime que si l'Europe veut s'en sortir, elle doit faire la même chose, créer une marque européenne autour de la technologie. Donc on veut aussi travailler sur cette question de l'attraction des talents étrangers. Emmanuel Macron affiche un objectif pour le coup européen, 10 géants de la tech d'ici 2030. Le constat, on l'a posé, l'Europe est encore loin derrière les États-Unis, par exemple. Comment transformer ces licornes qu'on voit là en dragons? C'est une très bonne question. D'abord, je pense que mécaniquement, les choses vont se dérouler. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à croître, elles vont être de plus en plus performantes. Je résume souvent le défi européen à cela. Si vous prenez les 10 plus grandes entreprises mondiales, il y en a 8 qui sont dans la tech, principalement dans le numérique, 6 qui n'existaient pas il y a 25 ans, donc c'est une économie nouvelle, et 0 qui est européenne. Donc on doit faire émerger ces dragons. Deuxièmement, on a besoin d'approfondir le marché unique. La taille de ces entreprises est liée à l'intégration du marché unique, de fluidifier l'investissement, d'où l'initiative du président, et de former encore plus de monde. On manque cruellement de talents en développement informatique, de talents en numérique en règle générale. Donc on doit former plus de gens en Europe. En Europe, la France a 2 concurrents sérieux. L'Allemagne, qui elle, pour le coup, compte un dragon. Et puis il y a le Royaume-Uni. Qu'est-ce que le Royaume-Uni a de plus que la France n'a pas ? Alors la principale force supérieure du Royaume-Uni, c'est qu'il crée plus de start-up. Et qu'il a commencé par ailleurs avant la France. Il y a toujours eu un environnement économique au Royaume-Uni qui permettait d'avoir plus de vigueur entrepreneuriale, on peut dire. Et donc ils ont 2, 3, 4 ans d'avance sur nous. Moi je suis persuadé qu'on va les rattraper. Mais pour les rattraper, il y a un élément sur lequel on doit concentrer nos efforts dans les années qui viennent, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de start-up qui soient créées et que ces start-up soient financées. Comment ça se passe au niveau européen? La France a la présidence du Conseil européen. Est-ce qu'il y a une espèce de consensus autour de ces questions-là
qu'il n'y aurait pas sur d'autres thèmes, par exemple? De plus en plus, on y travaille beaucoup, notamment avec Thierry Breton, le commissaire européen. Il y a, je crois, une prise de conscience, notamment, enfin, il y a eu une prise de conscience pendant la crise Covid du retard technologique européen. On s'est rendu compte, par exemple, pendant le confinement, que notre vie quotidienne, même notre vie quotidienne, dépendait d'outils, la visio, l'email, les réseaux sociaux, les messageries instantanées qui étaient quasiment tous américains. Et que donc, on avait une forme de dépendance qu'on connaissait d'un point de vue théorique, mais qui était devenue extrêmement cruelle même au point de vue quotidien, et que donc il fallait investir. Mais c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la transition énergétique et environnementale, c'est vrai dans le numérique, pour rattraper ce retard européen. Les licornes ont tendance à attirer tous les regards, donc un nouveau terme a vu le jour, le zèbre, qui définit pour le coup une entreprise qui n'a rien d'un animal imaginaire, un zèbre qui est peut-être un petit peu moins brillant, qui n'attire pas la lumière autant, mais qui est conçu pour durer. Est-ce que la vraie économie, elle n'est pas plutôt là, chez les zèbres que chez les licornes? Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, c'est-à-dire il y a des business models un peu différents. Mais si on prend l'exemple d'Amazon, qui est aujourd'hui la plus grande place de marché du monde, pendant 15 à 20 ans, Amazon a perdu de l'argent. Aujourd'hui, Amazon est en position de quasiment monopole ou d'oligopole dans son domaine. Et donc, on a envie de faire en sorte que dans ces domaines-là, les Européens aient aussi des acteurs, d'où la nécessité d'aller dans le numérique, d'où la nécessité d'être extrêmement ambitieux, d'avoir des entreprises qui sont prêtes à perdre de l'argent pendant plusieurs années pour Mais il y a l'exemple, pardonnez-moi, il y a l'exemple de l'effondrement de WeWork en 2019, c'est devenu le symbole d'un poney qui s'est pris pour une licorne. Oui, mais alors vous avez effectivement un exemple d'effondrement et des dizaines d'exemples autour de vous d'entreprises américaines qui dominent le monde. Donc je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. La vérité, c'est que si vous regardez autour de vous, si vous regardez les 10 plus grandes entreprises du monde, si vous regardez les GAFA qui ne perdent pas d'argent, qui en gagnent énormément, cette économie a permis de faire émerger les entreprises qui dominent le monde. Donc pour une entreprise qui s'est cassée la figure, la plupart ont réussi. Emmanuel Macron disait dans cette allocution dont on a vu un extrait tout à l'heure aussi qu'il faut trouver des modèles durables et rentables. Comment ? Alors, il y a Quelles sont les conditions en fait ? Non, il n'y a pas forcément de conditions, mais il y a de plus en plus d'entreprises, notamment en France. On pense des entreprises comme Insect, comme Innovafic, comme Agronutrise, qui se lancent dans des domaines qui sont les domaines de la transition énergétique. On pense aux entreprises qui se lancent dans les domaines de la santé. Doctolib est un très bon exemple. Pensez à Alan également. Et on voit que cette économie, qui auparavant était très numérique, va de plus en plus vers ces domaines. C'est absolument indispensable. Si on veut répondre aux défis qui sont les nôtres, dans l'environnement, dans le vieillissement de la population, dans l'alimentation, sujet extrêmement important, on doit avoir plus d'innovation et des entreprises qui viennent apporter des solutions. Pour conclure, vous comptiez parmi les organisateurs de la soirée French Tech à Las Vegas en 2016. Ça avait servi de point de départ à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il va la lancer comment cette fois ? Ça sera numérique aussi ? Ça, je laisse, si jamais Emmanuel Macron était candidat, le président décider de la manière. Non, ce que je crois, c'est que ce sujet a toujours été au cœur de son ADN et de ce qu'il a porté. C'est-à-dire qu'il y a un discours de progrès, mais le progrès ne va pas sans innovation et que ça continuera d'être au cœur de son ADN. Cédrico, merci beaucoup d'être venu dans le Grand Angle de 64 minutes.